Alors c'est une manifestation qui est organisée par la section UDI du Var. Donc c'est une conférence sur le thème de la protection sociale, la sécurité sociale et notamment les régimes spéciaux, donc le RSI qui est le régime des indépendants ou la MSA, la mutuelle des agriculteurs. Donc on a voulu organiser cette conférence débat avec un intervenant qui vient de loin, Christian Couturier, qui est chirurgien de la main et donc professionnel indépendant et secrétaire général d'une association qui s'appelle Liberté Sociale et qui milite pour une réforme du système de protection sociale français. Donc on a voulu organiser cet événement à Saint-Maximin pour bien sûr en faire profiter les professionnels qui sont concernés, les artisans, les commerçants, les agriculteurs. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis chirurgien de la main. J'exerce à Trappes dans les Yvelines. Alors Trappes, vous connaissez peut-être parce qu'il y a Anelka, entre autres. C'est au milieu des immeubles. Ce n'est pas forcément Paris 16e, où j'exerce aussi de temps en temps. Mais c'est un environnement dans lequel on voit les difficultés sociales. Et ce système social, avec tous ses défauts, il a quand même un certain nombre d'avantages. Et j'en suis un des purs produits parce que mes parents étaient ouvriers dans la campagne vendéenne. Et si aujourd'hui je fais le métier que je fais, c'est parce que la société française m'a permis de le faire, d'avoir accès à des études supérieures. Il faut travailler et réussir. Donc la démarche que l'on a dans le cadre de Liberté Sociale n'est pas une démarche destructrice, poujadiste, c'est une démarche de volonté de mettre en évidence ce qui va mal. Alors ça, je pense que vous le savez déjà. Mais on va en parler un petit peu parce que des fois on se fait des idées, il y a des fantasmes. Et puis là, je vais vous parler un peu plus des réalités. Et puis d'aborder ensuite les possibilités qu'on peut avoir sur une transformation du système social. Et je ne tiens pas du tout à ce qu'on fasse une réformette qui ne changera rien à l'organisation réelle de la sécurité sociale française, mais plutôt de profiter des atouts de notre pays, de regarder ce qui fonctionne ailleurs et essayer de le transposer pour arriver in fine à des pistes de réflexion. Alors tout d'abord, c'est important de savoir quelle est la situation. Vous savez que le déficit de la sécurité sociale est colossal, hein, c'est plus de 230 milliards d'euros cumulés maintenant, y compris la CADES qui est soi-disant là pour rembourser la dette sociale et qui ne fait que l'aggraver. Le problème, c'est que chacun de nos enfants, et moi j'en ai 4, a aujourd'hui plus de 40 000 euros de dette sociale. Alors on dit, les petits Américains par exemple, quand ils font des études, ils s'endettent, c'est vrai, 30, 40 000 $, mais les petits Français, quand ils commencent dans la vie, ils ont une dette sociale et il faudra bien la rembourser un jour. Et moi, en tant que père, je n'endette pas mes enfants, j'assure leur avenir. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé dans ce mouvement. Alors, beaucoup de choses ont été essayées pour réduire ce déficit de la sécurité sociale. Et force est de constater, alors les chiffres, on s'en fiche, hein, vous pourrez retrouver la présentation, je vais la mettre sur notre site si vous voulez, mais quoi qu'il en soit, depuis les années 90, la dette ne cesse de s'accroître. Il y a des moments ça va un petit peu mieux, mais globalement, on a un déficit qui ne cesse de s'accroître, quelles qu'aient été les politiques qui ont été décidées pour essayer d'améliorer ça. Alors à un moment donné, M. Rocard s'est dit, bon, ben, cette dette, il faut trouver une solution. Il a créé la CSG qui devait s'arrêter l'année dernière. On sait bien maintenant que ça continue et que c'est de mal en pis, et qu'actuellement, ça en fait le premier prélèvement direct, avec 8% de CSG. Donc, ça n'a pas fonctionné. Alors, on s'est dit, on va en rajouter d'autres. Il y a la CRDS, puis on a transformé la location vieillesse en fonds de solidarité vieillesse. Bref, quoi qu'il en soit, on se retrouve aujourd'hui avec un taux de cotisation sociale qui est de 15,5% et le déficit est loin d'être résolu. Alors, devant ce constat d'échec, on s'est dit, puisqu'on n'arrive pas avec les cotisations sociales à assurer l'entièreté de la prestation sociale, sortons des cotisations sociales une partie des prestations. Et c'est comme ça que la CMU complémentaire et puis l'ACS ont été petit à petit, depuis l'intervention de M. Jospin, sortis des prélèvements sociaux. Maintenant, c'est l'État, donc c'est l'impôt qui finance ces prestations-là. Et vous n'avez peut-être pas saisi la pertinence de la réforme il y a 2 ans, mais les mutuelles qui sont devenues, enfin qui vont être obligatoires cette année, par l'intermédiaire des comptes à responsables, reversent presque 7% à l'État pour financer la CMU. Donc, vous voyez, on tire partout, et malgré tout, et même en ayant sorti ces prestations-là de la charge sociale,
eh bien, ça ne fonctionne pas. Le déficit persiste. Alors, on peut voir que petit à petit, les charges n'ont cessé d'augmenter. Vous avez ici les charges sociales sur les cotisations des salariés, les cotisations des employeurs, entre 1980 et 2012. Oh, il y a une augmentation constante. Et puis quand on regarde les chiffres de l'OCDE, moi j'aime bien l'OCDE parce qu'ils sont quand même assez objectifs sur pas mal de choses, eh bien on s'aperçoit que la France c'est quand même le premier à faire en ce qui concerne les cotisations sociales. Alors il faut modérer ça parce que les prélèvements sociaux, si je puis dire, ne sont pas calculés de la même manière en fonction des pays et il y a des choses qui sont dans les cotisations sociales dans certains pays et d'autres qui n'en sont pas. Donc ce schéma montre simplement qu'on est loin d'être les meilleurs en termes de cotisation, on coûte très cher. Et le problème, c'est que l'endettement est tel qu'aujourd'hui, l'État ne parvient même plus à financer une partie de ses prestations sociales et notamment, il est obligé d'emprunter pour 4 mois des retraites de ses fonctionnaires tous les ans sur les marchés internationaux, les marchés financiers. Donc tant que les taux sont bas, on se débrouille, mais quand les taux vont remonter, comment on va financer? Et moi je pense que quand l'État ne parvient plus à financer la protection sociale des fonctionnaires, il y a quand même un vrai problème. Donc tout ça finalement n'a pas servi à grand chose et on s'aperçoit que quelles que soient les politiques, de droite comme de gauche, il y a eu des vagues, mais globalement la tendance va vers la déchéance d'un système qui est maintenant clairement à la dérive. Alors il y a beaucoup d'inégalités, d'inéquités dans ce système. Je vais prendre un certain nombre d'exemples. Si sur les cotisations, c'est à peu près équivalent pour tout le monde, enfin en tout cas les cotisations pour rembourser la dette sociale, les cotisations maladie, le calcul n'est pas le même. Alors à la limite, pourquoi pas, puisque le système social a été construit comme ça en France. À la limite, pourquoi pas. Sauf que dans les prestations, il y a de vraies différences. Et quand vous êtes comme moi médecin et que vous êtes malade, vous avez 90 jours de carence. Alors autant dire que 3 mois d'arrêt de travail sans rien toucher, ben c'est la faillite, quoi. Voilà. Donc il faut une protection sociale à côté, une prévoyance. Mais quand vous êtes artisan et que vous avez 8 jours, ben pourquoi par rapport à un salarié du privé qui n'a que 3 jours, il y a une telle différence? Alors ça a été constitué comme ça, c'est vrai, mais ce n'est pas équitable. Et on verra tout à l'heure où ça pose problème, et notamment vis-à-vis des recommandations de l'Europe. C'est comme pour les cotisations chômage. Les cotisations chômage, les fonctionnaires finalement, normalement n'ont pas de chômage puisqu'on leur garantit un emploi. Ils cotisent quand même un petit peu, il y a une solidarité qui est à 1% du revenu, mais il y a quand même des différences là aussi qui sont assez notoires sur les cotisations et puis sur le droit ou non à cette protection en cas de difficulté. Sur les allocations familiales aussi, il y a beaucoup de différences. Si globalement les cotisations sont à peu près identiques, pendant très longtemps, il n'y avait pas d'allocation de base pour les fonctionnaires. Donc il y avait un supplément familial qui avait été mis à la place. Sauf que quand il y a un moment, on s'est dit, je ne me souviens plus de la date, ça m'échappe, mais ça fait 8 ans ou 10 ans, on s'est dit, bah, il n'y a pas de raison que les fonctionnaires n'aient pas le droit à l'allocation de base. Donc on leur a donné l'allocation de base, mais on leur a laissé aussi le supplément familial. Donc finalement, ils touchaient 2 fois. Alors, vous voyez, ça c'est un problème parce que les gens cotisent pareil et ils n'ont pas droit aux mêmes choses. Alors, on en parlait tout à l'heure, quand on est en période où tout va bien, on est content de ce qu'on a dans l'assiette, on ne regarde pas ce qu'il y a dans celle du voisin, mais quand on commence à souffrir, on se dit, non pas pourquoi il a plus, mais pourquoi j'ai moins. Enfin, en tout cas, moi je suis optimiste, donc je dis pourquoi j'ai moins. Les cotisations retraite, c'est pareil. On a une base par répartition et un complément par répartition. Je ne vais pas aborder le sujet des retraites parce que je sais que vous envisagez faire une discussion ultérieure là-dessus, donc on va passer assez vite. Mais lorsque vous êtes fonctionnaire, vous avez la chance d'avoir un complément par capitalisation. Enfin, la chance, je ne sais pas, mais on verra un petit peu plus tard que la capitalisation a ses vertus. Ce qui est embêtant, c'est que la capitalisation qu'on refuse sur le régime, je dirais obligatoire pour la plupart des Français, les fonctionnaires l'ont, tant mieux pour eux, et les autres citoyens peuvent l'avoir sur des prestations volontaires qui prennent en complément. Donc là aussi, j'essaye de mettre en évidence le fait qu'il y a quand même une grande inégalité entre les citoyens français et qu'elle peut poser problème dans la conception de notre société. Alors, il y a des choses qui, moi, me choquent quand j'étudie tous ces sujets que je ne connaissais pas avant. C'est que vous prenez un artisan, pour que son trimestre soit comptabilisé pour sa retraite, il faut qu'il ait payé au moins 1 429 € au cours de son trimestre de cotisation. S'il est en difficulté financière, il va donc avoir des difficultés à payer ses cotisations, enfin en tout cas à se rémunérer.
Donc comme il ne va pas beaucoup se rémunérer, il ne va pas pouvoir payer ses cotisations. Eh bien, il perd son trimestre. Alors il est déjà en difficulté financière et en plus, il n'a pas le droit à ce trimestre, où il a quand même travaillé, il n'a pas gagné grand-chose, mais il n'a pas le droit à comptabiliser ce trimestre dans sa retraite. Donc ça aussi, ce n'est pas juste. Vous voyez ? Alors j'avais présenté ce topo à un board d'avocats internationaux qui s'étaient réunis à Paris il y a quelques mois, et je leur montrais les iniquités du système, et ils étaient effarés parce qu'ils ne savaient pas. C'était des lawyers, des in-house lawyers pour pas mal d'entreprises qui travaillent notamment en France, et ils ont bien compris après pourquoi les prestations sociales étaient aussi différentes entre les différents pays d'Europe, mais pourquoi aussi en France il y avait tant de différences, et pourquoi les gens demandaient à avoir autre chose. Ils ne comprenaient pas vraiment, parce qu'ils ne connaissaient pas le système, parce que ce n'est pas leur job. Alors l'allocation retraite aussi, elle est très différente. Vous voyez, pour certains, c'est les 6 derniers mois, et on connaît les travers des augmentations de salaire du dernier moment. D'autres, c'est les 25 meilleures années. D'autres, c'est les 25 dernières années. Là aussi, il y a quand même un vrai problème entre les cotisations et les prestations, où, en tout cas sur les prestations, il n'y a pas d'équité. Je pense que beaucoup accepteraient qu'il y ait des différences sur les cotisations, parce que les situations sont difficiles. Certaines populations sont plus précaires que d'autres, gagnent peut-être moins bien leur vie. Donc moi, je ne suis pas tout à fait contre, même moi, s'en faut, je ne suis pas contre payer plus que quelqu'un qui gagne moins, ça me va très bien. Mais à ce moment-là, que j'ai droit à la même chose quand même quand j'ai besoin. Donc nous, à Liberté Sociale, on ne veut pas détruire le système social français, on ne veut pas le mettre à mal parce qu'il est vertueux, in fine, il est là pour rendre service à la population. Mais on veut quand même pouvoir choisir son assurance sociale en Europe. Pourquoi ? Parce que la mise en concurrence, d'après nous, apportera un certain nombre, régulera un certain nombre des inéquités dont on vient de parler. Alors, on peut se poser la question, on n'arrête pas de dire « ah oui, mais la sécurité sociale, c'est le meilleur système au monde ». Ça, c'est vrai que quand on regarde autour de soi et au milieu de ses pieds, on a l'impression qu'il ne se passe rien en dehors. Et quand on va ailleurs, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément vrai. D'abord, Vassilina l'a dit tout à l'heure, le budget de la sécurité sociale est supérieur au budget de l'État. On y met quand même beaucoup d'argent pour cette sécurité sociale. Donc on peut s'attendre à ce qu'elle fonctionne quand même. Et vous savez tous ici qu'elle ne fonctionne pas bien. Et que ce déficit, sur les chiffres de 2015, vous voyez, n'est guère encourageant malgré tout ce qui a été... enfin, les prévisions sont guère encourageantes malgré tout ce qui a été envisagé récemment. Alors on va passer assez vite sur ces schémas parce que c'est incompréhensible et puis voilà. Mais il faut essayer de voir que en France, sur un salaire, le poids des charges est très important. Et on va prendre comme exemple, comme comparaison, l'Allemagne et les Pays-Bas. Pourquoi ? Parce que vous le verrez un peu plus loin, on a fait un travail, un benchmark, dont je ne vous présenterai qu'une toute petite partie, parce qu'il n'est pas encore finalisé sur tout, mais on a étudié le système social pour les indépendants pour l'instant de tous les pays d'Europe. Et on a essayé de voir ce qui était bien dans certains de ces systèmes sociaux, et on a essayé de garder le meilleur, et on a essayé de comparer avec des pays à peu près équivalents à la France. Pour l'instant, notre travail est plus abouti parce qu'on a eu plus de données sur l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc, ce qui est certain, c'est qu'en France, notre protection sociale nous coûte cher, c'est une certitude. Et on s'aperçoit que finalement, dans la répartition, c'est surtout la vieillesse et la maladie qui font une grande partie des prestations. Quand on regarde en pourcentage du PIB, c'est 2011, on s'aperçoit qu'on est à peu près équivalent, grosso modo, à l'Allemagne et aux Pays-Bas. Quand on regarde les dépenses de santé par habitant, on dépense moins en France qu'en Allemagne, et surtout aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'ils dépensent plus d'argent que nous par personne. Donc on peut se dire, s'ils dépensent plus, ça devrait coûter plus cher et le déficit devrait être plus important. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe. Quand on regarde là aussi les régimes de retraite, on a une dette implicite chez nous qui est très supérieure à ces pays avec lesquels on veut comparer. Alors, quand on regarde dans l'OCDE, on peut se dire, est-ce qu'on est vraiment le meilleur système ? On a un très bon système, c'est vrai, mais en tout cas, son financement est déplorable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a une étude qui a fait un index, qui a fait un score sur les consommateurs, sur la consommation médicale, et on s'aperçoit qu'après interrogation des citoyens, vous voyez, on n'est pas les premiers. En Allemagne, et notamment aux Pays-Bas, le score est meilleur qu'en France. Quand on regarde l'espérance de vie à la naissance,
on est à peu près équivalent, on est même peut-être un petit peu devant, donc on se situe pas mal. Quand on regarde la mortalité, c'est quelques critères pour vous donner, parce qu'on pourrait en prendre des tombereaux, mais les crises cardiaques, ben, en France, on est plutôt bon, donc on se dit, ben voilà, il y a des sujets sur lesquels on sait dépenser, on se débrouille pas mal. Mais quand on prend le cancer, qui est quand même un sujet de population très important, avec une population qui vieillit, on est à peu près équivalent aux Pays-Bas, à l'Allemagne, on est à peu près au même niveau. Quand on regarde la mortalité infantile, c'est pareil, on est à peu près comparable. Et c'est intéressant d'avoir le ressenti des gens. Et quand vous demandez à une population si elle pense être en bonne santé, eh bien en France, très clairement, les gens ont moins l'impression d'être en bonne santé qu'aux Pays-Bas et dans d'autres pays. Où on a vu tout à l'heure, l'État met beaucoup d'argent pour soigner et maintenir en bonne santé les citoyens. Et ils n'ont pas la dette que l'on a, bien au contraire, on y viendra tout à l'heure. Alors quand on demande aux gens âgés, parce qu'on vieillit, nos populations vieillissent, et quand on demande aux gens âgés ce qu'ils ressentent par rapport à leur sentiment d'être en bonne santé, on s'aperçoit là aussi que les Français ne sont pas dans le haut du classement. Alors il y a des maladies de référence, comme le diabète par exemple. Bon, là on est plutôt pas mal, on est équivalent avec les autres. Et puis, quand on regarde les années de vie en bonne santé, on est plutôt pas mal, un peu comme les Pays-Bas. Donc, vous voyez, on a quand même un certain nombre de bons critères, mais on n'est pas les premiers, en tout cas si on cumule tous ces critères. Et c'est important de voir que la dépense n'est pas toujours corrélée à la perception qu'ont les gens de la qualité de ce qu'on leur offre. Par exemple, quand vous prenez les populations âgées qui bénéficient de soins de longue durée, l'ALD, on sait que ça coûte super cher, ça, en France. Eh bien, on s'aperçoit qu'en France, il n'y a finalement pas tant de gens que ça qui profitent de l'ALD quand on compare aux Pays-Bas. Donc, sur ces prestations qui sont onéreuses, aux Pays-Bas, ils en offrent énormément à une partie de la population bien plus importante qu'en France. Et pourtant, leur situation financière est moins mauvaise que la nôtre. Donc, clairement, nous, on pense qu'on n'est pas le meilleur système. On est un très bon système, très protecteur, mais on n'est pas le meilleur système. Et le problème, c'est qu'il est onéreux et il n'apporte pas forcément les meilleurs critères de qualité de vie. Alors, je vais vous présenter quelques résultats intéressants qui peuvent nous donner des pistes d'orientation sur ce qu'on pourrait faire. En Allemagne, par exemple, et là je me suis appuyé sur l'étude de l'Institut de recherche économique et fiscale, il y a eu une réforme très importante qui a été menée par Gerhard Schröder et qui lui a coûté d'ailleurs sa carrière politique. Donc moi je me demande toujours, est-ce qu'on aura un élu en France qui sera un jour capable de mettre en danger sa carrière politique pour faire ce genre de réforme? Ça serait intéressant pourtant, parce que même si le régime social allemand avait déjà été adapté depuis les années 96 avec une ouverture à la concurrence, c'est vraiment à partir de 2002 qu'on a eu deux régimes en parallèle. Un régime dit légal, un régime public, avec des caisses en concurrence, mais quand même gérées par l'État, un peu comme la sécurité sociale française, et puis un régime qui, lui, est complètement indépendant, qui est complètement privé. Alors, les Allemands se sont aperçus que ceux qui cotisaient beaucoup n'avaient pas forcément un niveau de prestation à la hauteur de ce qu'ils estimaient pouvoir obtenir eu égard à leur cotisation. Donc à ce moment-là, ils se sont dit, ceux qui gagnent plus de 4 000, à l'époque c'était un peu moins, maintenant c'est 4 350 € par mois, sachant que les salaires moyens allemands sont un peu supérieurs aux Français, peuvent choisir ce régime privé, ce qui représentait environ 30% de la population allemande, c'est pas rien. Seulement la moitié des Allemands ont choisi d'aller dans le privé, l'autre moitié a choisi de rester dans le système public. Et ça a permis, si vous voulez, au système public de se réformer, c'est-à-dire qu'il a été contraint de se réformer pour ne pas perdre ces gros cotisants qui permettaient la solidarité nationale et de payer pour ceux qui avaient un peu moins. Et donc du coup, le système allemand, par cette réforme, avec une mise en concurrence qui n'est que partielle, est devenu beaucoup plus vertueux dans son financement et il est maintenant excédentaire. C'est-à-dire que les Allemands aujourd'hui ont fait, je crois, 19 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils remboursent leur dette sociale. Ils ne la confient pas aux générations à venir. Et je vous ai dit tout à l'heure, moi en tant que père, je ne veux pas endetter mes enfants. Donc si nous on était capable de rembourser notre dette sociale maintenant, ce serait pas mal. Donc je pense que c'est une bonne idée, ça mérite en tout cas d'avoir apporté certaines réponses. Alors,
Les Pays-Bas, on a parlé de ce système. Ils avaient jusqu'en 2006 un système comme le nôtre qui était extrêmement déficitaire. Et eux, ils ont choisi une solution vraiment très radicale. Ils ont décidé qu'il n'y aurait plus qu'un marché privé assurantiel pour la santé. Alors vous allez me dire, on rentre dans un risque d'ultralibéralisme, oui, sauf qu'ils ont trouvé une parade, c'est l'État qui fixe les règles. C'est-à-dire que c'est presque, ce n'est pas une fonction régalienne, mais c'est une fonction essentielle de l'État de garantir la sécurité sociale de ses ressortissants, qui dit aux assureurs, eh bien écoutez, on va avoir 3 niveaux d'assurance. Le niveau des soins à 100%, les maladies lourdes, des cancers, tout comme ça, qui va être obligatoire, un deuxième niveau qui va être les soins courants qui va être obligatoire et un troisième niveau qui va être optionnel. Et donc, il a déterminé, l'État, il fixe le panier de soins de base, il dit voilà ce qu'on prend en charge. Il fixe aussi les règles des primes, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes de l'âge et des antécédents des gens, donc vous ne pouvez pas être exclu de l'assurance maladie si vous avez 60 ans et que vous avez déjà eu une leucémie et un cancer. Vous serez obligatoirement pris en charge et au même tarif que quelqu'un de 30 ans qui n'a jamais été malade. Alors c'est fort ça de le faire gober aux assureurs. Eh bien, ils l'ont fait et ils arrivent à gagner de l'argent avec. Donc les assureurs qui s'engagent sur le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 optionnel, c'est différent. C'est un peu nos mutuelles. Ces assureurs qui s'engagent, eh bien, ils trouvent le moyen de faire du bénéfice en assurant des prestations qui sont imposées par l'État. Moi, je trouve ça plutôt malin. Et c'est efficace. C'est efficace parce qu'ils ont amélioré l'efficience, ils ont réduit les délais de prise en charge. Bon, ça, c'est les problèmes organisationnels. Ils ont même amélioré les critères de qualité. Et puis, ils ont diminué le reste à charge. Vous avez une différence ici, la France, les Pays-Bas. Au cours des 10 dernières années, vous voyez que le régime général obligatoire français, la sécurité sociale, a diminué petit à petit de 2 points son niveau de remboursement pour le confier en partie aux mutuelles, mais malgré tout, là-haut, le reste à charge de la poche des gens augmente en France. Alors qu'aux Pays-Bas, avant, ça c'était le système public, système complémentaire, comme en France, reste à charge de 8%, ils ont demandé aux assureurs privés de faire cette prise en charge niveau 1 et niveau 2, avec finalement très peu de gens qui prennent des complémentaires parce que les 2 premiers niveaux couvrent très bien, et le reste à charge a réduit, il est de 5% contre 7,5% chez nous. Donc ils ont réussi à faire mieux en faisant jouer la concurrence et en garantissant par des décisions de l'État l'accès aux assurances santé et en garantissant les prestations. Alors la Nouvelle-Zélande, vous allez me dire, on est un petit peu loin. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce qui a été fait en Nouvelle-Zélande, ça ressemble un petit peu à ce qui a été fait aux Pays-Bas, c'est qu'ils sont passés du droit au devoir. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué aux gens que, certes, ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs de participer à l'élaboration, au maintien, au financement du système social, mais aussi de son économie. Et ils ont introduit des notions de bonus à la prévention. Génial ça! Vous avez votre tarif d'assurance, vous ne fumez pas, donc vous allez avoir moins de maladies pulmonaires. Eh bien, comme sur une assurance pour une voiture, par exemple, vous allez avoir un bonus. Donc c'est plutôt incitatif, et j'avoue que sur les incitatifs, on n'est pas le meilleur pays d'Europe. Et bien ça, c'est une bonne idée, et il faut savoir prendre les idées là où elles existent et là où elles sont bonnes. Et c'est vrai que là-bas, ils ont réussi à diminuer les coûts, ils ont amélioré l'efficacité, ils ont diminué le tabagisme et l'alcoolisme, sans aucune loi contraignante, simplement par des process incitatifs. Alors, quand on regarde sur le domaine de la santé ces autres systèmes, on voit que l'introduction de la concurrence dans les systèmes, à condition qu'elle soit encadrée, cette concurrence, eh bien l'introduction de la concurrence semble quand même avoir eu des effets bénéfiques. Néanmoins, il ne faut pas oublier que certains ne vont pas pouvoir avoir accès comme les autres, parce qu'ils vont être dans la pauvreté, ça va être les jeunes par exemple, et donc ils ont créé en Allemagne, comme aux Pays-Bas, un fonds de solidarité nationale qui est financé par l'impôt et qui permet aux moins de 18 ans, aux personnes âgées, aux gens qui sont en difficulté sociale, d'avoir accès exactement aux mêmes assurances que les autres qui payent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, quand vous avez quelqu'un qui a la CMU, ça se voit sur sa tête. C'est méchant de dire ça, mais je suis médecin. Aujourd'hui, quand vous téléphonez chez un médecin, un secrétariat médical, et que vous dites « j'ai la CMU », maintenant j'ai l'aide à la complémentaire santé, enfin, ce qui stigmatise la pauvreté sociale,
vous pouvez avoir des difficultés à avoir un rendez-vous. C'est pas bien. Moi, je sais que mon secrétaire n'a pas le droit de faire ça, surtout exerçant à Trappes dans les Yvelines, mais c'est un fait. Or, dans ces pays-là, on ne sait pas quelle est la situation sociale des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même assurance que les autres, sauf que c'est l'État qui la paye pour eux parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Je trouve ça plutôt malin. Alors, parlons très rapidement des retraites. Et là aussi, je ne vais pas m'attarder, mais l'expérience du Chili avec José Piñera mérite quand même d'être étudiée. Pour ceux qui connaissent, il a décidé un jour que le Chili était comme nous. Ils avaient, bon, pas tout à fait les problèmes politiques que nous on a, mais en tout cas, ils avaient les mêmes problèmes démographiques. Et il s'est aperçu qu'un jour, avec la répartition, on ne pourrait plus payer. Sauf qu'il a décidé d'intervenir de manière assez radicale avant d'être dans une situation dramatique comme on l'est, ou comme on va l'être sous peu chez nous. Je vous rappelle que les complémentaires pour les cadres, c'est mort dans 2 ans, et puis pour les autres, pas longtemps après. Donc c'est dans pas longtemps quand même. Et alors lui, il a proposé la capitalisation. Il ne l'a pas contraint. Il a montré l'intérêt des avantages de la capitalisation, et il a dit aux gens, vous faites ce que vous voulez, sauf que les règles de gestion des administrations de fonds de pension, ces règles de gestion ont été fixées par l'État pour éviter d'avoir des faillites et des grands paquets de population qui se trouvent en difficulté avec des prestations qui ne seront jamais servies. Donc là aussi, il y a eu un encadrement législatif, mais pas très contraint, et qui laisse quand même une certaine liberté assurantielle. Et l'intérêt de cette capitalisation, c'est que finalement, c'est un compte épargne retraite, c'est de l'argent qui vous appartient, vous préparez votre retraite pour vous-même. Alors, c'est un autre système que la répartition, c'est clair, mais vous pouvez le transmettre, et puis si par malheur vous décédez peu de temps après votre retraite effective, eh bien, toute l'économie, toute la part que vous avez mis à préparer votre retraite financièrement va revenir à vos ayants droit, ce qui n'est quand même pas négligeable. Alors on peut se dire, bon, c'est un état d'esprit, on peut être contre la répartition ou contre la capitalisation, mais in fine, ce qui est certain, c'est qu'au Chili, ceux qui ont choisi de quitter, ça s'est fait sur 10 ans, mais ceux qui ont choisi de quitter la répartition pour choisir la capitalisation, aujourd'hui, ils ont 3 fois plus de pensions de retraite que les autres. Donc faut quand même, et il n'y a pas de fonds de pension qui a fait faillite. Donc il faut quand même s'interroger là aussi de la pertinence d'une transformation vers un système, peut-être partiellement, je ne sais pas, qui prend en compte en tout cas la capitalisation. Parce qu'elle est mieux adaptée à l'environnement démographique. Et quand on est en souffrance démographique, eh bien, on est en droit de se poser la question. De plus en plus de pays ont choisi ce système, donc c'est probablement pas que des idioties. Alors, le problème, c'est que pour parler de tout ça, nous, Liberté sociale, on aimerait pouvoir étendre nos idées, enfin les faire partager, et pour ça, il faut essayer de faire une campagne médiatique, et c'est pas facile, parce que ça coûte de l'argent. On est une association, la 1901, et pour l'instant, on vit de pas grand-chose. On s'est associé, si je puis dire, à des gens compétents. On a un directeur de communication qui a été longtemps le directeur de communication d'une personnalité politique française très connue. On a des avocats qui ont l'habitude du droit international et du droit européen et qui plaident très souvent à la Cour de justice de l'Union européenne, donc ils sont capables de nous conseiller en dehors de la passion qu'on peut avoir, et on en reparlera tout à l'heure, quand on est en souffrance avec les organismes sociaux. Mais ces gens-là coûtent cher. Et il faut qu'on trouve de l'argent. Voilà. Donc c'est le nerf de la guerre, on en a besoin. Quoi qu'il en soit, nous, ce qu'on aimerait, c'est se rapprocher des recommandations européennes. Et quand vous regardez le traité de Lisbonne, vous vous apercevez qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en concurrence. Et on évoque souvent les télécoms. Quand France Télécom a été mis en concurrence, on s'est dit « Ah, ça va être horrible, on va se faire plumer par des prestataires ». Et aujourd'hui, on a des téléphones pas chers avec des prestations extraordinaires pour beaucoup moins cher qu'à l'époque. Donc, si ça a marché sur les télécoms, pourquoi ça ne marcherait pas sur le social, après tout? Ou au moins sur un segment du social. Donc, on voudrait contraindre la sécurité sociale à se réformer. Ce n'est pas transformer la sécurité sociale telle qu'elle existe, c'est changer le cadre de la sécurité sociale en gardant ce qui est bon, c'est-à-dire l'universalité de la prestation. Et donc inverser la courbe de l'échec de son financement. Alors, est-ce légal de choisir un autre assureur
que la sécurité sociale. C'est un sujet polémique et on en parlera tout à l'heure, je n'aborde pas trop la polémique dans mon sujet. Moi, je peux vous dire que j'ai quitté les organismes sociaux français depuis 2012. Pourquoi? Parce que en novembre 2012, on m'a annoncé que j'allais payer 3 fois plus de cotisations sociales que l'année d'avant, alors que je n'avais pas gagné un sou de plus. Alors d'abord, je n'avais pas l'argent. Quand on m'a envoyé la note, je n'avais pas les sous, donc il fallait que j'emprunte. Voilà. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi je paie plus cher si je n'ai pas des prestations qui s'améliorent, ou au moins qui se maintiennent et qui sont équivalentes à un minimum que j'estime dû quand on paye très très cher. Voilà. Et donc, j'ai décidé de ne plus cotiser. Alors, à l'époque, on m'a dit, tu as le droit de le faire. Aujourd'hui, j'ai un peu, pas tout à fait la même opinion, mais on va y revenir parce que c'est vraiment un sujet important. On pourrait passer des heures à discuter sur l'aspect légal. Quand on revendique le droit de s'assurer ailleurs qu'à la sécurité sociale française, c'est-à-dire de sortir de ce monopole, la plupart du temps, on évoque les directives de 1992. Sauf qu'en préambule de ces directives, qui donnent la libre circulation pour les assurances, c'est les assurances vie et non-vie qui sont en libre circulation en Europe, dans le préambule, il est clairement inscrit que ça ne concerne pas les organismes légaux de sécurité sociale. Or, la sécurité sociale française, par tous ces organismes qui sont tous des organismes de droit privé, s'estime être un régime légal. Alors on va voir, c'est là qu'il peut y avoir des zones de discussion et de frottement. Quoi qu'il en soit, la transposition a été très tardive en 2001. C'est pour ça qu'au début, il y a eu beaucoup de procès qui ont été perdus sur le fond. Parce que quand les gens ont vu les directives de 92, ils ont dit « Hop, super, je m'en vais ». Sauf qu'ils n'avaient pas le droit parce que ça n'avait pas été transposé en droit français. Donc jusqu'à 2001, ça, sur le fond, il n'y avait aucune chance de gagner. Ce n'était pas transposé. D'ailleurs, la France a été condamnée, et c'est Lionel Jospin en 2001 qui, après une condamnation pécuniaire parce qu'elle n'avait pas transposé ces directives, a fini par le faire. Donc depuis 2001, les choses changent un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé en 2001 Conscient que les organismes sociaux français sont tous des organismes de droit privé, sont en fait des mutuelles en droit, il leur a été demandé de s'inscrire sur un registre. Il fallait qu'ils s'immatriculent sur un registre pour avoir le droit de pratiquer des prestations de sécurité sociale. Et ils avaient jusqu'en décembre 2002. Aucun ne l'a fait. Voilà. Aucun ne l'a fait. Donc aujourd'hui, alors il y a eu tout un tas d'arrêts, je vais passer assez vite parce que c'est vraiment un sujet compliqué, puis en plus je ne suis pas un expert même si je le connais un petit peu. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de ces organismes n'étant pas immatriculés, en théorie, n'ont pas le droit de faire de prélèvement pour la sécurité sociale. Première discussion sur le fond. Deuxième discussion sur le fond, qu'est-ce qu'un régime légal? Quand vous interrogez l'Europe, la réponse n'est pas très claire. Normalement, c'est un registre universel. C'est vrai que la sécurité sociale est universelle parce qu'on a une obligation de cotiser. Mais il y a tellement de régimes spéciaux qu'il n'y a rien d'universel dans la sécurité sociale française, si ce n'est l'obligation de cotiser à un monopole franco-français. Néanmoins, la législation européenne est très claire, il est interdit de ne pas être assuré social. Donc vous devez avoir une assurance sociale, où qu'elle soit, vous n'avez pas le droit de partir comme ça et de rien payer, c'est interdit ça. Ça pour le coup c'est complètement indéfendable. Donc il y a déjà deux sujets qui posent problème sur le fond aujourd'hui. Alors certains discutent de la compétence du TAS, parce que l'URSSAF, le RSI sont des personnes morales qui pratiquent des activités d'assurance, on est quand même dans un système assurantiel, donc normalement ça ne devrait pas être le TAS, surtout que le Conseil constitutionnel a confirmé ça, que l'encadrement législatif n'est pas celui du tribunal des affaires de sécurité sociale. Pour l'instant, les affaires se plaident toujours au tribunal des affaires de sécurité sociale en première instance. Alors, il y a eu récemment je ne vais pas passer sur tous les jugements, mais il y a eu un jugement récemment pour lequel le RSI a fait énormément de communication dans la presse. Moi, je trouve ça suspect, quelqu'un qui gagne et qui communique beaucoup. Quand on a gagné, on est content d'avoir gagné. Quand on communique beaucoup, c'est qu'on a quelque chose à prouver. Ils ont beaucoup communiqué dessus, et c'était la Cour d'appel de Limoges qui a reporté là, au 23 mars dernier une décision. Alors, les questions étaient très simples.
c'était le RSI doit-il justifier de son immatriculation au registre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et surtout, il y avait un arrêt avant dire droit qui venait du premier jugement qui demandait au RSI de fournir le justificatif de son inscription au registre d'immatriculation. Donc le juge a dit, le RSI, vous devez justifier que vous avez le droit de faire des prélèvements sociaux. Et quand il y a eu le jugement, donc ça c'est un vrai problème de fond, eh bien quand j'ai eu le jugement, ça a été circulé, il n'y a rien à voir, ça n'a pas été discuté. Le fond n'a pas été abordé, alors qu'il y avait un arrêt avant dire droit. Bon. Premier problème, je vous disais tout à l'heure, pas abordé. C'est comme ça, et c'est comme ça tout le temps. Ensuite, le RSI est-il soumis aux directives européennes? Voilà, normalement, ça ne s'applique pas au régime compris dans le régime légal, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là encore, c'était une question de fond qui n'a pas été discutée non plus, puisqu'on a dit, c'est comme ça, la Constitution, le juge a dit, c'est comme ça, la Constitution de la Sécurité sociale française est ainsi, et c'est un régime légal, point. Bon, voilà. Alors, il y a quand même une conclusion intéressante du juge, parce qu'on ne lui demandait pas d'écrire ça. Le juge, il a dit que le plaignant faisait partie d'un courant qui tendait à la suppression du monopole de la sécurité sociale. Et vous savez que dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2015, les peines ont été alourdies pour les gens qui ne cotisent pas au système de sécurité sociale français, et encore plus lourdes pour ceux qui incitent à ne pas cotiser. Eh bien là, le juge, il a dit, oui d'accord, je pourrais le condamner, mais finalement, il a eu une attitude cohérente. Il fait partie de ce courant. Il est allé jusqu'au bout pour démontrer le bien fondé de son action. Donc, je ne le condamne pas pour ça. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses qui, aujourd'hui, sur le fond, ne sont jamais traitées. Donc, ça mérite quand même qu'on se pose les questions. Et nous, dans Liberté sociale, on sait très bien que devant les juges français, il est très peu probable qu'un jour, on ait un jugement sur le fond. Donc on va s'intéresser plutôt à ce qui se passe au niveau de l'Europe. Le traité de Lisbonne est quand même important parce qu'il a introduit de nouvelles dispositions sur la politique sociale. Et tout ce que je vous ai montré avant doit vous faire remarquer qu'il y a des choses ici qui ne sont pas tout à fait accessibles à tout le monde de la même manière. C'est-à-dire que l'équité, elle est prévue dans le traité de Lisbonne. Or, dans le système français, on a vu tout à l'heure l'iniquité des prestations. Donc le système social français, avec toutes ses vertus, n'est quand même pas tout à fait dans les clous. Et petit à petit, il y a le processus de soft law qui s'est installé depuis 2008-2009, avec l'Europe qui rappelle de temps en temps à la France que le social n'est pas parfait et qu'il y a certainement des choses à améliorer. Comme c'est un sujet extrêmement épineux et politiquement dangereux, ça va doucement, d'où le terme consacré par les lawyers qui s'en occupent de soft law. Mais je vous rappelle qu'en novembre 2014, il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne à propos du tourisme social. C'est connu depuis très longtemps, cet arrêt existait bien avant, mais ils l'ont rappelé là récemment pour quelqu'un qui demandait en Allemagne à avoir des droits alors qu'il n'y avait pas de droit. Enfin, pas encore. Donc si, à supposer qu'on mette un jour en place un système concurrentiel en France, qu'est-ce que ça pourrait donner? On s'est interrogé. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors, on a essayé de faire une évaluation économique, toute simple. On a décidé de ne pas changer la répartition des charges sociales entre l'employeur et le salarié. On a dit on ne change pas les règles. On a dit on va garder la même somme pour le financement de la retraite, on ne touche pas à la retraite. Que les gens le mettent en capitalisation ou que ça reste dans la répartition, on n'y touche pas. Et puis, on ne touche pas aux allocations familiales parce que c'est quand même un truc qui marchait vachement bien en France et qui va être changé bientôt parce que vous le savez, ça ne sera plus universel dans pas longtemps. Mais on a quand même une politique sociale, une politique familiale qui fonctionne et il faut quand même garder ce qui marche bien. Et on a pris l'exemple d'un assureur aujourd'hui, qui est mon assureur, qui me couvre à 100% du tarif opposable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ma famille, mes 4 enfants, mon épouse et moi-même, je suis couvert à 100% du tarif opposable français. Pour 4 fois moins cher, mais ça c'est une autre histoire. Et donc on a dit on va prendre celui-ci qui aujourd'hui n'est pas concurrencé parce qu'il est tout seul. Et déjà, de base, il offre des prestations qui sont inférieures.
Alors on a fait plein d'exemples, mais à la fin on revient toujours au même. Là je vous donne un des exemples, un salarié, on a pris l'exemple d'un salarié, pas d'un indépendant. On s'est dit comme ça on va voir la situation du plus grand nombre. On a pris un salarié avec la situation actuelle, voilà son salaire net, et s'il était libéré du monopole de la sécurité sociale, voilà le salaire net auquel il pourrait aspirer, ce qui fait quand même une économie, enfin un gain financier pour lui, net dans sa poche, de 317 € en ne touchant qu'un seul segment de la protection sociale. Et donc, si on extrapole ça à une population active qui a un emploi, on a un gain moyen de 19% de salaire net, et in fine, ça nous permet quasiment de gagner 1 point de PIB. C'est pas rien ça, 1 point de PIB réinjecté en période de difficulté économique, réinjecter 1 point de PIB dans la consommation. Alors évidemment, ça permet de faire des économies parce qu'on a le libre choix, à condition qu'il y ait plusieurs assureurs et qu'il y ait une réelle concurrence. Alors évidemment, on ne paiera plus en théorie la CSG et la CRDS parce qu'on espère bien que la dette va s'éponger avec le temps. Et évidemment, ceux qui ont pris cette décision aujourd'hui ne payent plus les cotisations à l'URSSAF, entre autres, ou au RSI ou à la MSA. Donc on choisit ces assurances. Je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que ce n'est pas le débat de liberté sociale, mais je pourrais vous en dire un petit mot après dans la discussion si vous avez envie. Il y a quand même des bénéfices associés qu'on n'imagine pas de prime abord. Une mutuelle, ça coûte extrêmement cher. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, quelqu'un qui a 60 ans, il paye 1 300 € par an en moyenne pour sa mutuelle. Et on l'a vu tout à l'heure, pour une couverture sociale qui n'est pas complète puisqu'il y a un reste à charge de 7-6%. Donc ce n'est pas rien. Et cette somme d'argent fait une économie supplémentaire qu'on réinjecte là aussi dans le pouvoir d'achat des ménages. Et encore, on ne discute pas ici du potentiel de redistribution du salaire qui pourrait tendre, comme certains le proposent, vers l'attribution aux salariés de ce qu'on peut appeler son salaire complet, c'est-à-dire la totalité du fruit de son travail. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'un salarié français ne perçoit que la moitié à peu près du fruit de son travail, puisque tout le reste, ce sont des prestations sur son salaire. Et alors, quand vous êtes une entreprise, là aussi, on ne change pas les règles organisationnelles actuelles, on a estimé que la réduction des charges patronales était de 11%. Ben, si vous donnez à toutes les entreprises françaises 10% d'économie pour réinjecter dans leur business, c'est pas rien. Hein. Alors même si on se trompe un peu et que c'est que 5%, c'est pas rien. Donc ça améliore la trésorerie, ça limite les infarctus des chefs d'entreprise qui voient la fin arriver tous les jours, et puis ça permet l'investissement et la création d'emplois, enfin on peut l'espérer. Quand vous êtes un indépendant, évidemment, vous gagnez sur les deux tableaux. Donc vous pouvez avoir une amélioration, vous faites ce que vous voulez, soit vous travaillez moins, soit vous gardez la même quantité de travail, vous améliorez votre trésorerie, bref, c'est à vous de gérer ce que vous avez envie de faire. Mais par contre, vous allez augmenter l'IRPP. Or, on a vu tout à l'heure que la solidarité nationale, aujourd'hui, elle ne vient pas des charges sociales. La CMU, le RSA, c'est l'impôt. Donc si vous augmentez l'IRPP, vous augmentez votre solidarité. Alors quand on me dit, si vous quittez les organismes sociaux, vous n'êtes pas solidaire, faux, je paye plus d'impôts, je suis plus solidaire qu'avant. Alors bon, voilà, on peut améliorer le rapport coût-efficacité de la santé dans le domaine de la santé. On l'a vu avec les exemples en Allemagne ou aux Pays-Bas. Sur la retraite, on a vu les avantages que peut apporter la capitalisation. Notre évaluation aujourd'hui, qui est une évaluation minimale, c'est de pouvoir réinjecter 1 à 2 points, presque 2 points de PIB dans l'économie. Et ça, je pense que n'importe quel ministre de l'économie devrait se dire, c'est peut-être pas complètement idiot ce qu'ils disent, il faudrait peut-être regarder un peu. Voilà. J'ai écrit à M. Macron, je n'ai pas de réponse. Hein. Mais voilà. Alors le problème, c'est que quand vous faites ça, vous avez des ennuis. Il y a des ennuis parce que vous allez avoir des relances, vous allez avoir les huissiers, vous allez aller devant le juge, il faut pouvoir vous défendre, il faut avoir un avocat, ça coûte cher. Alors moi je suis chirurgien, je gagne bien ma vie, je peux me payer un avocat, mais il y a des tas de gens qui sont comme ça et puis ils ne peuvent pas se payer d'avocat. Donc c'est pas évident. Donc il faut savoir à quoi on s'engage. Hein. C'est pas anodin, il y a des procédures. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, et c'est là où Liberté sociale se distingue un petit peu d'autres courants, c'est que nous, on ne dit pas, allez-y les petits gars, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Parce qu'on perd. On perd aujourd'hui en France devant les juges.
Donc, il faut être prêt à payer. Alors, quand vous êtes le couteau sous la gorge, que vous avez une entreprise qui va mourir, vous dites, bon, bah, je vais sauver ma vie, je ne vais pas cotiser, je vais changer de système de cotisation. Il y a quand même un moment où, si vous allez devant le juge, on va vous demander de payer, surtout si vous êtes condamné après une contrainte qui vous a été déposée par huissier. Parce que autant les procédures d'appel peuvent ne pas être exécutoires s'il n'y a pas eu de contrainte, s'il y a une contrainte, elle est exécutoire. Donc, celui à qui vous devez de l'argent, il a le droit de demander, le créancier a le droit de demander à ce que vous payiez. Excusez-moi, et de payer aussi les pénalités. Et de payer les pénalités. Alors, les pénalités, en fait, elles se négocient. Ça, on pourra en parler, mais vous savez, quand les organismes sociaux peuvent récupérer de l'argent, ils sont prêts à vous faire cadeau des pénalités si vous payez votre... Ouais. Oui, en pratique. Pour vous dire, moi, on pourra le réaborder tout à l'heure, mais moi j'ai une procédure qui est en cours avec le RSI. La dernière fois devant le juge, ils ont dit on va être obligé d'abandonner le principal contre M. Couturier parce qu'on est incapable de justifier ce qu'on lui demande. En fait, on n'arrive pas à savoir pourquoi on lui demande autant d'argent. Alors je suis plutôt content, mais... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui... Qu'est-ce qui se passe pour les entreprises qui ont fait ce choix-là aujourd'hui ? Eh bien, il y a quand même un vrai risque professionnel. Parce que quand vous êtes dans le bâtiment, par exemple, ou quand vous voulez répondre à des appels d'offres publics, quand vous avez besoin de vos certificats d'agrément, eh bien, vous ne les avez pas. Si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations sociales, zéro. Donc, c'est fini tout ça. Donc, il y a des organisations possibles pour cheminer dans ce méandre-là, mais voilà les vrais problèmes. Alors, nous, dans notre organisation, Liberté Sociale s'organise avec une action think tank, c'est surtout ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. On a la partie associative qui aide les gens qui sont en difficulté sociale à se sortir des méandres, soit des conflits avec le RSI, l'URSSAF, la MSA, soit pour ceux qui disent de toute façon je ne peux plus payer. Et c'est bien le problème, c'est que pour certains, c'est une question de survie. Ils arrivent en disant je suis à court d'argent, on me demande de l'argent, je ne peux pas payer, je mets la clé sous la porte. Alors, certains prennent la décision de quitter les organismes sociaux français pour s'assurer ailleurs, à moins cher, en se disant, voilà, je gagne 1 ou 2 ans de procédure, à la fin, je vais peut-être perdre, peut-être qu'entre-temps, les choses auront changé, on espère bien, nous, que les choses auront changé, parce que dans 2 ans, il y a quand même une échéance où il va peut-être y avoir quelques éveils, mais enfin, je ne sais pas. J'espère bien que les élus vont faire remonter le travail des citoyens comme moi qui, eux, ne font pas de politique. Enfin, moi, j'en fais pas en tout cas. Ces entrepreneurs qui nous contactent nous disent de toute façon, je suis foutu, ma boîte, elle est morte, alors j'ai rien à perdre. Voilà, je vais essayer de survivre 1 an ou 2, puis comme de toute façon, j'ai rien, si dans 2 ans, je suis condamné, on verra bien. Et il y en a quelques-uns qui arrivent à passer le cap et puis qui s'en sortent. Mais bon, les procédures sont longues et souvent, les entreprises vivent sur quelques mois, alors que les juges, eux, ils peuvent vivre sur 10 ans. Ce n'est pas un problème, mais une procédure qui dure longtemps. Et puis, il y en a d'autres comme moi, et ça, c'est mon cas. Moi, j'ai fait ça pour interpeller les pouvoirs publics. Parce que si vous râlez dans votre coin sur Facebook ou avec vos copains au café, ce n'est pas ça qui fait changer les choses. Moi, je peux payer, je gagne bien ma vie, je peux payer. Je trouve que ce n'est pas juste de payer très cher une prestation qui n'est pas à la hauteur de ce que je paye. Et je trouve que ce n'est pas responsable que d'entraîner mes enfants vers une dette qu'ils ne pourront pas payer. Ils vont devoir payer pour eux, pour leur propre famille, pour leurs vieux parents, parce qu'avec un peu de bol, je vivrai vieux, je serai peut-être en plus dément dans un hôpital médicalisé où ça coûtera une blinde. Et ma retraite, la retraite des médecins, il faut savoir que la retraite complémentaire des médecins est en faillite depuis 3 ans maintenant et que les médecins ont perdu 16% des retraites pour lesquelles ils ont cotisé toute leur vie. Tout le monde s'en fout parce que les médecins, ils sont pleins aux as, c'est bien connu. Mais personne n'en a parlé dans la presse de ça. Mais c'est vrai, enfin très peu. Et le régime de base des médecins français ne devrait pas tenir plus de 3-4 ans. Et donc on va retomber sur un régime général, probablement, si les choses ne changent pas. Vous avez des gens qui auront cotisé relativement beaucoup pour une retraite qui sera inférieure à ce qu'on leur avait promis pour leur cotisation. C'est un problème ça quand même, parce que comment je vais survivre quand j'aurai 90 ans et que je me ferai pipi dessus? C'est mes enfants qui vont payer. Eh bien non, je n'endetterai pas mes enfants. Donc moi, j'ai quitté les organismes sociaux pour interpeller les pouvoirs publics et j'assume de perdre devant les juges et j'assume de payer les pénalités parce que je mets l'argent de côté pour le faire. Alors, c'est bien beau de se plaindre, mais si on arrive pour tout casser sans rien projeter derrière, c'est pour moi une absurdité. Et c'est là où notre organisation Liberté Sociale essaye de proposer, et pour conclure sur 2 ou 3 diapos, il faut comprendre comment fonctionnent nos systèmes. On a en France, enfin on a 2 grandes organisations sociales en Europe, le système bismarckien,
le système beveridgien. Le système bismarckien, pour faire court, ça a une logique assurantielle et les cotisations sont liées au travail. Voilà. Donc, grosso modo, c'est un petit peu la synthèse. Là aussi, on ne va pas rentrer en détail, c'est vraiment une affaire de spécialiste, mais moi, je ne comprends pas tout. Quand vous avez un système beveridgien, lui, il est un petit peu différent. Lui, il tend plutôt vers l'universalité. Et donc, mais le financement a une assiette beaucoup plus large parce que c'est l'impôt. Et si possible, la totalité des citoyens qui y participent. Alors en France, la problématique, c'est qu'on a un système mixte. C'est-à-dire qu'on essaye d'offrir une universalité avec des prestations les plus larges possibles, avec de moins en moins de gens qui cotisent. Et c'est là le problème. C'est tellement évident que c'est absurde de le dire, mais voilà d'où ça vient. Donc ce système mixte, aujourd'hui, n'est plus viable. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer? Il y a une incohérence qui doit nous amener à réfléchir sur des propositions d'avenir. Alors, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut respecter les directives européennes. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, l'Europe est là, elle a été faite, elle existe. Et il faudrait que ces directives en matière sociale soient un petit peu plus pertinentes qu'elles ne le sont. Mais déjà, dans le traité de Lisbonne, il y a des nouveautés, et ça, il faut les respecter, donc on a l'obligation de s'assurer. Ce qu'on propose, et là je ne vais pas aller très très loin dans notre proposition parce que notre travail n'est pas terminé et vous comprendrez bien qu'on le présentera complètement quand il le sera. Mais c'est des pistes de réflexion. Les règles de protection sociale, elles doivent être fixées par quelqu'un qui décide. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est une discussion entre l'État et les partenaires sociaux sur des recommandations européennes? C'est à définir. Et on l'a vu, il y a des pays comme la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, où ça marche très bien. Les règles ont été définies clairement et elles sont appliquées. Et les gens se portent bien, vous avez vu les critères des résultats. Et en plus, on leur donne beaucoup d'argent pour leur protection sociale. Donc il faut introduire cette notion de panier social. On connaît la notion de panier de soins en médecine. Panier social, c'est qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on décide pour les Français, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'on met dans ce panier social. Première chose. Ensuite, si on ouvre la concurrence entre des assureurs, il faut quand même leur coller quelques contraintes parce que sinon on risque de verser vers un système ultralibéral qui, à mon sens en tout cas, et ça n'engage que moi, n'est pas tout à fait adapté aux us et coutumes et à la culture française. Donc il faut une équité, ça c'est important, sur l'accès assurantiel, et on l'a vu, ça a été fait dans d'autres pays et ça marche, et il faut aussi une équité sur les prestations. Si on arrive à obtenir une concurrence entre ces organismes de gestion, on devrait pouvoir avoir une optimisation de l'offre et des coûts, comme ça a été fait dans les télécoms. Alors on me dit, la santé, ce n'est pas les télécoms. Et pourquoi? C'est une entreprise qui offre une prestation. Après, tout dépend ce qu'on veut mettre dans la prestation. Moi, ça ne me paraît pas choquant. Et puis, il faut responsabiliser les usagers. On est passé d'un état où il n'y avait rien avant la guerre, à un état où on avait de l'argent, on s'est dit on va donner beaucoup, puis maintenant c'est considéré comme un droit. Les gens vous disent j'y ai droit. Quand les gens me demandent 2 mois d'arrêt de travail pour quelque chose qui normalement en requiert 3 semaines, ils me disent mais j'ai droit. Ben, je dis non, vous n'avez pas droit. Moi, la Sécu me dit 3 semaines d'arrêt de travail, c'est votre assureur, je vous fais 3 semaines, si vous voulez plus, allez voir le médecin conseil. Moi je ne suis pas à dépenser l'argent de la collectivité. Alors, ça ne fait pas toujours plaisir aux patients. Donc il faut responsabiliser les gens, c'est important. Et moi j'ai bien aimé cette idée des Néo-Zélandais sur, la démarche positive que d'avoir des réductions, des bonus sur les cotisations quand les gens font de la prévention. Il ne faut pas oublier la solidarité, d'abord parce que c'est dans les principes de l'Europe et c'est dans les principes de la société française. Et on peut tout à fait faire un fonds de solidarité nationale complètement exclu du système de cotisation assurantielle pour le social, puisque c'est déjà fait. Il n'y a rien à changer, ça existe. Après, il faut peut-être le restructurer. Et il faut vraiment qu'il y ait un accès identique pour tous les citoyens et qu'il n'y ait pas les pauvres dont on sait qu'ils sont pauvres parce que c'est marqué CMU sur le papier qui vous tendent. Voilà. Les gens, ça ne doit pas se voir qu'ils sont en difficulté, ils doivent avoir les mêmes assurances. Et je trouve que c'est des voies qui me paraissent, moi en tout cas, vertueuses. Voilà. Alors après, on a des études économiques qui sont en cours, et là je ne peux pas vous les révéler parce qu'elles ne sont pas abouties, puis peut-être qu'on se gourre, alors on va demander à des économistes de les valider, voilà, on pourra en reparler.
Donc, pour terminer, je vous remercie d'avoir été patient parce que c'est une longue présentation, ça survole beaucoup de sujets. Je ne donne pas beaucoup de réponses, je pose beaucoup d'interrogations, mais j'ai vraiment confiance que mon pays, la France, est capable d'utiliser ses richesses, d'utiliser son intelligence, d'utiliser tout l'argent qu'elle met aujourd'hui dans le social pour le redistribuer et le rendre performant puisqu'on l'a fait dans d'autres secteurs. Et j'ai pensé à un moment quitter la France et puis je me suis dit mince quand même c'est mon pays, c'est ma culture. Mais je ne me battrai pas indéfiniment parce que ça me prend de l'énergie, j'ai une famille, il faudra un jour que j'y accorde un petit peu plus de temps qu'aujourd'hui. Et j'espère bien que d'ici les prochaines élections présidentielles, on aura réussi à porter sur la place publique ce sujet qui est le sujet de la protection sociale. Et si vous remarquez bien, à chaque élection majeure, élection présidentielle, on n'entend jamais parler de la santé, on n'entend jamais ou quasiment pas parler de la protection sociale, si ce n'est pour dire la sécurité sociale, il y a son monopole, point. Valls, excusez-moi, Valls a parlé d'une suppression du RSI. C'est tout récent. Oui. Alors, la suppression que propose Valls, c'est effectivement une réelle ouverture libérale. Le problème, c'est pour faire quoi derrière? Alors, je crois qu'il faut avoir un petit peu plus de billes. Mais l'idée de faire différents niveaux de prestations, de cotisation, je veux dire, ça va un petit peu quand même dans le sens de ce qu'on suggère là. Donc c'est plutôt intelligent comme... enfin, moi, ça me paraît séduisant. Après, le problème, c'est que si vous supprimez le RSI, qui, on sait aujourd'hui, est un réel problème pour les entrepreneurs, en dehors de sa performance, même dans le concept même de son rapport coût-efficacité. Si on supprime le RSI pour mettre tous les gens au régime général avec des niveaux de cotisation différents en fonction des revenus, je ne suis pas sûr que ce soit très vertueux sur la qualité de la prestation. Donc nous, on insiste sur l'équité de la prestation et dans ce que nous, on propose pour aller un petit peu plus loin, que vous soyez agriculteur, que vous soyez commerçant, que vous soyez salarié, vous aurez accès à la même prestation sociale. C'est ça qu'on veut. Si on est dans du beveridgien et qu'on veut l'universalité, eh bien faisons-le, assumons-le. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, le RSI est stigmatisé parce que la presse en parle, parce qu'il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent pas du tout dans le fonctionnement même du RSI, pas dans les prestations ou le coût, mais dans le simple fonctionnement. Il est évident que si on envisage une réforme, il ne faut pas faire, comme ça a déjà été fait maintes fois, un nouveau régime spécial, parce qu'on voit bien les limites des régimes spéciaux. Essayons de faire quelque chose d'universel et proposons quelque chose qui soit accessible à tous les citoyens. Parce que quand vous êtes citoyen français, sur le frontispice de nos mairies, c'est marqué liberté, égalité, fraternité. Eh bien, l'égalité sociale, faisons-la. Et donc, touchons à tous les segments de la protection sociale. L'objectif n'est pas, et c'est malheureusement souvent la tendance, de tirer vers le bas la prestation, mais justement de déterminer avec les partenaires sociaux, par exemple, qu'il ne faut pas exclure à mon avis de cette discussion, l'État, de déterminer quel va être ce panier social que l'on veut pour les Français, pour les citoyens français. Et quand on détermine ce panier social, il y aura peut-être des arrangements en fonction des situations des différents groupes socio-professionnels. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas dans la conception politique de la réponse, je suis dans la réflexion pour apporter des éléments qui devraient permettre de construire un système plus juste, plus égalitaire. Et oui, alors, il faut reconsidérer la problématique des salariés. Mais les salariés, aujourd'hui, ne se posent pas la question. Pourquoi? Parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça coûte. Et puis en plus, avec le choc de simplification et la nouvelle fiche de paye, ils voient encore moins combien ça coûte. Donc ils ont leur salaire, pour eux, la référence, c'est le salaire net. Salaire brut, c'est discuté lors d'un... Enfin d'ailleurs, c'est idiot d'ailleurs, parce qu'à la fin, ça ne veut rien dire. Donc les salariés, ils sont dans la souffrance économique, parce qu'il y a une crise qui touche tout le monde, mais ils ne sont pas dans l'urgence vitale que peuvent être tous les indépendants, les agriculteurs. Il faut quand même bien voir, prenons la MSA. La MSA a été bénéficiaire pendant des années. Pendant longtemps, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient et il y avait des bénéfices. Et donc, par un système de péréquation, puisque le système social français est organisé comme ça, l'excédent financier de la MSA était reversé vers le régime général qui a toujours été en souffrance. Sauf que maintenant que la MSA est en grande crise, qui vient la sauver? Personne. Alors il y a les aides de l'Europe, heureusement, parce que sinon les agriculteurs, il n'y en aurait plus.
ça pose quand même un problème. Des gens qui ont été vertueux pendant un certain temps, qui ont donné dans un système avec un système de péréquation et qui ont donné à une population qui était un peu plus en difficulté, eh bien aujourd'hui qu'ils sont en difficulté, on leur propose finalement un truc qui n'est pas terrible, qui est un pseudo-RSI. Et quand vous prenez les résultats du RSI, 607 millions d'euros de bénéfices l'année dernière, on pourrait faire comme en Alsace, qui a une situation un petit peu particulière. Vous savez que le régime alsacien est indépendant. Ils ont eu ils ont eu un bénéfice l'année dernière. Cette année, ils ont diminué un petit peu les cotisations. Voilà. Donc le RSI qui a fait 607 millions d'euros, on pourrait se dire avec tous les entrepreneurs, tous les indépendants qui ne vont pas bien, les artisans, les petits commerçants, on pourrait réduire un petit peu les cotisations. Mais non, parce que cet argent, il a été mis dans le régime général pour combler le déficit du régime général dans ce principe de péréquation. Donc on comprend que les artisans, les indépendants disent « mais il y en a marre, on travaille beaucoup, on n'a pas le temps de regarder ce qu'on paye parce qu'on est au taquet tout le temps, le nez dans le guidon, et comme on est des bons payeurs, au lieu de nous remercier, eh ben, on va nous taxer encore plus parce qu'on est des bons payeurs. » Donc évidemment, il y a un éclatement social qui, au lieu de créer de la solidarité, crée des groupes qui s'opposent. Et ça, c'est pas bon du tout parce que vous savez vers quoi ça tend au niveau politique. Voilà. Et moi, je ne suis pas favorable. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui négocient leurs prestations pour maintenir leur masse salariale. Tout le monde le sait. Après, voilà. Moi, à partir du moment où je n'ai pas de preuves, on ne va certainement pas aller faire de la diffamation. Mais c'est connu. Un autre sujet qui est toujours difficile à aborder, c'est que la CMU, aujourd'hui, est largement utilisée par des gens dont le nom n'est pas sur la carte. C'est un peu plus de 5 milliards d'euros par an. C'est pour ça qu'en conclusion, je vous disais qu'on a la richesse. Elle est là, la richesse. Il faut juste la répartir autrement. Est-ce que